Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du hérisson. Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les chroniques du hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes. La culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Et aujourd'hui, nous sommes à nouveau en compagnie de Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet, éminents naturalistes et défenseurs du concept de réensauvagement, de rewilding en anglais. Alors vous écoutez en ce moment la deuxième partie de cet entretien. La première partie, pour rappel, est passée sur les ondes le mois dernier et est réécoutable sur le site de Fréquence 7 en replay, fréquence7.net. Donc Gilbert et Béatrice Cochet, la dernière fois, vous avez entre autres évoqué avec nous le biologiste Edward Wilson qui préconisait de laisser 50% du territoire en libre évolution, c'est-à-dire sans gestion humaine, pour pouvoir enrayer la 6e extinction de masse. Cet objectif de 50%, vous pensez qu'il est envisageable en France ou c'est de l'utopie ? Il faut y aller petit à petit. Il faut y aller petit à petit. Alors, il est évident que si on continue de fonctionner comme on le fait, et notamment si on ne repense pas le système agricole, parce que c'est quand même le système agricole qui utilise le plus de surface en France. C'est un petit peu plus de 50% de la surface du territoire qui est en zone agricole. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste actuellement, alors c'est encore marginal, pas très développé, mais on assiste actuellement à un bouleversement de certaines pratiques agricoles. Et ce qui est très intéressant, c'est notamment la permaculture et l'agroforesterie qui se développent de plus en plus. Et un couple de permaculture qui s'était installé en Normandie, au Bec-et-Loing, ce sont des néo-ruraux et qui ont pris le problème à bras-le-corps. Ils ont réussi à démontrer, avec l'appui d'organismes scientifiques, ils ont réussi à démontrer qu'en appliquant ces techniques et en ne mécanisant pas systématiquement, ils arrivaient à produire autant sur 1000 mètres carrés que l'agriculture conventionnelle mécanisée sur 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés. Donc finalement, si on arrivait à développer ce type de culture, vous gagnez 9000 mètres carrés à chaque fois. Voilà, il y a quelque chose de possible, mais ça ne se fera pas en restant dans le système actuel. Ça implique une profonde mutation de nos habitudes, d'abord agricoles et puis également urbaines, parce qu'il y a aussi autre chose. Donc le rewilding, ça va être, vous l'avez compris, des grands sanctuaires qu'on va créer. Il faut qu'ils soient suffisamment grands pour que les espèces puissent accomplir la totalité de leurs besoins sur cet espace naturel. Donc on parle effectivement, comme le disait Gilbert, en dizaines de milliers d'hectares. Par exemple, parmi les animaux qui ont besoin d'une grande surface, une meute de loups, le territoire d'une meute de loups, c'est à peu près 30 000 hectares en France. Donc une meute de loups toute seule, c'est bien, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des échanges génétiques. Donc le sanctuaire doit être suffisamment grand pour pouvoir potentiellement accueillir plusieurs meutes de loups et leur proie, évidemment, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, le rewilding, c'est retrouver des écosystèmes complets. Mais après, ces sanctuaires, s'ils sont isolés, ça ne va pas fonctionner. Là aussi, il faut qu'il y ait des connexions entre les sanctuaires. Et c'est là que notre rôle, à nous humains, est extrêmement important. Parce que nous habitons et nous fonctionnons dans ces zones de corridors potentiels. Et donc, là, on ne va pas faire du réensauvagement dans les villes, les villages ou les zones périurbaines, mais on peut faire de la renaturation. C'est-à-dire que sous ces espaces qui sont complètement artificialisés, complètement bétonnés, et dont on se rend compte maintenant que finalement c'est une très mauvaise chose pour nous aussi, que ça influe notre santé, notre bien-être, etc., eh bien les renaturer petit à petit, c'est-à-dire remettre des espèces végétales des îlots de verdure finalement, qui non seulement nous apporteront du bien-être, mais seront autant de petits pas japonais qui vont faciliter le déplacement de certaines espèces. Voilà, c'est là, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de choses à repenser. Donc pour résumer, on libère de grandes zones sanctuaires destinées aux vivants non humains, où on oublie toute interaction humaine,
Et dans les autres endroits, à la périphérie de ça, on essaie d'avoir des comportements et une utilisation de l'espace qui n'est pas aussi sanctuarisée, mais qui laisse quand même plus de place aux animaux et aux autres formes de vie, c'est ça ? Oui et non. C'est-à-dire quand vous dites on oublie toute interaction humaine dans les sanctuaires, je ne suis pas d'accord parce que on peut y aller en tant qu'humain dans les sanctuaires et même c'est très bien si on y va. Mais on va y aller en homme contemplatif, en invité. C'est un petit peu comme quand vous êtes invité chez quelqu'un, vous ne vous permettez pas d'aller vous servir. Enfin, vous avez un certain respect pour votre hôte, vous voyez ? Donc là, c'est un petit peu pareil. Il n'y a pas de séparation claire entre la présence humaine et le sanctuaire. Par contre, on va éviter d'aller s'installer de façon permanente et surtout d'avoir des activités extractivistes dans ces zones de sanctuaire. Et par contre, là où on a besoin, parce qu'on a quand même besoin, on a besoin d'arbres pour certaines de nos activités, on a besoin de cultiver pour se nourrir, etc. Et c'est dans ces zones-là qu'on va exploiter et dans lesquelles on va avoir une activité extractiviste qu'il va falloir repenser notre rapport à l'environnement de manière à assurer une porosité, une perméabilité au monde sauvage et à permettre sa circulation. En effet, j'ai l'impression qu'il est question de beaucoup de sensibilisation, effectivement, et même d'un changement de culture, de changer complètement notre vision du monde. Vous disiez tout à l'heure que le moindre hectare qu'on met sous protection forte, les gens ont l'impression qu'on l'abandonne. Ce mot, il veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que quand on laisse une portion de terre à autre chose qu'à une activité humaine, une activité productive, on a l'impression de l'abandonner, on a l'impression que ça va servir à rien. Est-ce que on n'a pas complètement, du coup, perdu ce rapport au non-humain, à ce qu'on appelle la nature, à ce concept de nature, c'est-à-dire au reste du monde du vivant? Est-ce que c'est ça qu'il faudrait finalement retrouver, en quelque sorte, se rendre compte que le monde vivant, on en fait partie, nous aussi, et si on y a notre place, les autres formes de vie ont leur place également. C'est pas nous versus le reste du vivant. Ça touche du doigt le problème à la base, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce distinguo entre la nature et l'homme, nature-culture, on connaît tout ça, mais on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que, comme on l'évoquait, effectivement, abandonner une surface, même très petite, à la nature, au laisser-faire, ou à la libre évolution, c'est un crève-cœur pour beaucoup. Alors qu'en fait, il y a toute une pédagogie à avoir pour démontrer que, bien au contraire, c'est intéressant. D'ailleurs, les grandes avancées ont été faites grâce à cette pédagogie. Je pense à l'histoire des barrages. J'ai suivi beaucoup de situations où on a effacé des barrages. Mais avant ces effacements de barrages, on a vu quels étaient les avantages que nous apportait le barrage, quels étaient les avantages que nous apportait sa disparition. Eh bien, bien souvent, la disparition du barrage rapporte beaucoup plus que le barrage lui-même. Parce qu'il va remettre en place les fonctionnalités, les poissons migratoires vont remonter, les sables, les sédiments vont descendre, retourner à la mer, refaire les plages, ça va fonctionner. Et on est capable, les ripisylves, les forêts alluviales vont se mettre à repousser. Dernièrement, on a dans la réserve de la Platière, sur les bords du Rhône, on a recréé, je me prends pour Dieu le Père, là. Mais on a permis de remettre en place une forêt alluviale. Donc, le coût global tourne autour de 1 million d'euros l'hectare. Ce 1 million d'euros l'hectare, quand il faut réparer les bêtises qu'on a faites, ça coûte cher. Alors que si on ne fait pas la bêtise de le détruire, il ne nous coûte rien. Mais il nous rapporte, il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de l'eau propre, une baisse du nitrate, des phosphates, etc., etc. Donc là, on va sur le domaine de l'économie, et souvent il faut passer par là pour démontrer que, en laissant la libre évolution se mettre en place, en retrouvant le fonctionnement naturel et total d'une certaine zone, on est gagnant, parce que ça nous fait de l'eau propre, ça nous fait de l'air pur, ça nous fait comme disait Béatrice, on va être en meilleure santé quand on est proche de la nature. Donc tout cela peut être quantifié. Et on démontre très facilement qu'on est toujours gagnant quand on laisse agir la nature.
Alors j'ai l'impression que quand on regarde l'évolution historique de la protection de la nature, on constate qu'au 19e siècle, au 20e siècle, on était sur l'idée, avec la création des grands parcs nationaux américains par exemple, sur une politique de création de grands espaces rendus à leur virginité originelle, comme on pouvait le dire à l'époque, donc vidés de populations humaines, pour les laisser à la nature, à une nature un peu fantasmée d'ailleurs, et sur le reste du territoire, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Donc aujourd'hui, on a changé un petit peu de paradigme, il me semble. On va plutôt chercher, en tout cas théoriquement, à se réintroduire nous-mêmes dans la nature, en quelque sorte à se réensauvager nous-mêmes, réensauvager notre esprit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que c'est la bonne direction à prendre pour vous? Alors, il faut regarder ça sous plusieurs angles de vue. D'abord, il faut bien se dire que des zones en réservoir de biodiversité, en zone où il n'y a plus sans action de l'homme, il en faut. Il en faut. Alors, sans action de l'homme, plutôt comme disait Béatrice, là où l'homme contemplatif peut passer, bien entendu. Donc, en aucun cas, parce qu'il faut faire très attention de ne pas se faire entraîner dans une démonstration qui dirait « vous êtes anti-homme ». Voilà. Non, pas du tout. Nous, on a plein d'amis et on a la nature. Bon, voilà, et on est nombreux à être comme ça. Donc, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Par contre, pour que beaucoup de processus puissent se faire tranquillement, il faut des vastes surfaces. Et puis, c'est intéressant pour nous aussi, le parc national suisse qu'évoquait Béatrice, c'est l'exemple parfait. On a l'exemple, un siècle sans intervention humaine, tout est très très bien porté, les arbres ont poussé, il y a des arbres morts. Enfin voilà, ça a fonctionné. Et on a besoin de ces secteurs-là. Après, que l'on s'intègre mieux dans la nature, bien sûr, il le faut. Et c'est-à-dire que les enfants, on les emmène balader en forêt, en bord de mer, etc. Il faut qu'ils aient le contact en bord de rivière, le contact avec le milieu naturel. Et quand on a ce contact, il me semble, moi j'appartiens à une génération où on n'était pas très riche, donc on allait passer nos vacances dans le département d'à côté. Moi je suis lyonnais, on allait en Ardèche et surtout en Haute-Loire. Voilà. Mais il y avait tous les éléments, il y avait la rivière, la forêt, etc. Donc on sait... Après, on sait de quoi on parle. Mais il ne faut pas oublier qu'on est plus de 100 habitants au kilomètre carré. Et donc, qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et qu'au niveau mondial, 8 milliards de bonhommes, ça ne se range pas comme ça dans un coin, puis en disant tout le reste, on va sanctuariser le reste. Ce n'est pas possible. On est très nombreux, beaucoup trop nombreux. Je ne sais pas si j'ose dire ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on se calme un petit peu au niveau démographique pour qu'on laisse de la place. Parce que dans les milieux, nous on a visité tous ces pays, l'Australie, l'Amérique du Nord, des pays où vous avez des vastes espaces. Le vaste espace, quel luxe. Bon, il y a des moments où on dit, on a un peu honte d'être là parce que c'est un luxe qu'on ne peut pas partager avec tout le monde. Mais et à côté de ça, quand vous avez des petits au Bangladesh, il est persuadé que de toute sa vie, il ne sera jamais à moins de 4 mètres d'une autre personne. Donc voilà, ils sont tous les uns sur les autres. C'est pas bon pour l'homme, comme ça, c'est pas bon. Et voilà, mais c'est pour ça que c'est pas évident. Des sanctuaires, et ailleurs, on tend vers le maximum de naturalité. C'est des marches, donc on peut gravir certaines, après ça redescend. Voilà, mais en ayant présent à l'esprit qu'on peut essayer de monter en naturalité, de monter en libre évolution, et par contre, ce qu'il faut bien démontrer, et bien se mettre dans la tête, qu'on ne perdra rien. La libre évolution, il n'y a pas de mieux, il n'y a rien de mieux qui puisse arriver pour un milieu naturel dont on ne sait plus quoi faire. J'ai plus quoi faire, on laisse faire. Voilà. Moi, je dirais que plutôt que de se réensauvager, il faudrait qu'on apprenne à se reconnecter à la nature. Ouais.
à se reconnecter. Parce que si vous regardez la grotte Chauvet, c'est pas très loin de chez nous, hein, bon, la reconstitution est très bien faite, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans la vraie, mais vous regardez un petit peu tous les animaux qui sont dessinés. Vous voyez qu'il y a au moins 14 espèces de grands mammifères. Ils sont représentés en groupe souvent, donc il y avait une abondance de la faune sauvage. Et surtout, regardez bien les détails. On voit bien que les animaux qui ont été dessinés et qui ont été peints, qui ont été gravés, c'était des animaux vivants, c'était pas des cadavres, c'était pas des tableaux de chasse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque, l'homme, donc il y a 35 000 ans, avait une proximité avec la faune sauvage, parce qu'il n'avait pas de jumelles, il n'avait pas de téléobjectif. Il a pu observer de près tous ces détails. Il avait une proximité avec la faune sauvage qu'on a quasiment totalement perdue en France. Elle existe encore sur d'autres continents, dans certains parcs nationaux, dans d'autres pays, d'autres continents. Vous retrouvez cette proximité et vous vous rendez compte qu'elle vous procure un grand bonheur. Et bon, nous, on fait partie d'associations de protection de la nature. Notamment, on a co-créé avec un groupe d'amis une association qui s'appelle Forêt Sauvage. Et donc, on achète des forêts pour les mettre en libre évolution et les garder, comme ça, les laisser évoluer ad vitam aeternam. Et leur voilà, permettre à toutes ces dynamiques du vivant d'évoluer. Et ça arrive assez fréquemment qu'on ait des messages de personnes qui nous disent « Bon voilà, moi j'aimerais me reconnecter avec la nature, là, j'ai besoin de... Est-ce que vous connaissez pas un endroit sauvage où je pourrais aller m'installer? J'aurais très peu d'impact, je construirais une cabane dans les arbres, je ferais de natation et tout. » Et moi, ces gens-là, je leur dis « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Parce que des espaces sauvages comme ça, encore une fois, moins de 1% du territoire français. Donc n'allez pas squatter les quelques confettis qui restent, mais ramenez le sauvage chez vous. Renaturez votre environnement. Réfléchissez chez vous tout seul, si vous êtes propriétaire, ou avec la communauté dans laquelle vous vivez, comment vous pouvez faire revenir des éléments sauvages et retrouver petit à petit cette proximité qui nous fait tant de bien. Alors, je ne suis pas non plus idyllique, hein. La nature sauvage peut avoir aussi elle n'est pas toujours toute bonne, hein. On voit certaines catastrophes naturelles, les pluies torrentielles, les inondations, les glissements de terrain, etc. Il faut réapprendre à vivre aussi avec ce côté dangereux et avoir, enfin, disons, un comportement adéquat avec certaines menaces que représente l'environnement naturel. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que on ne peut pas faire du réensauvagement partout, parce qu'autour de votre maison, il faut effectivement que vous ayez un espace géré, sécurisé, pour pouvoir évoluer en toute tranquillité. Donc le réensauvagement, c'est pour des zones dans lesquelles l'homme n'est pas présent en permanence. Et là où il est présent, on essaye de renaturer. Exactement, voilà. Vous avez tout compris. Très bien, merci beaucoup Gilbert Cochet et Béatrice Crémer-Cochet pour nous avoir accordé cet entretien et nous avoir expliqué tout ça. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, le mot de la fin? Il y a un livre qui est sorti il y a quelque temps, oui, qui s'appelle « Réensauvageons la France ». Et un deuxième, « L'Europe réensauvagée ». Ce sont des lectures que l'on conseille. Et je les conseille aussi, elles sont fantastiques, réellement. Donc, merci, merci. Merci. Merci à vous, merci beaucoup également à celles et ceux qui nous écoutent. Et n'hésitez pas, effectivement, les fêtes de Noël approchent, à lire Réensauvageons la France et l'Europe réensauvagée. C'est de très beaux livres et ça fait rêver. On y parle d'une France où on peut croiser des bisons, des ours en train de pêcher le saumon dans les rivières du sud-ouest. On a vraiment l'impression d'être dans un autre temps et ça donne beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore une fois et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique du Hérisson.